Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RAL 24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'Afrique, c'est 55 pays, 1,3 milliard habitants et plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 20% de la surface de la Terre émergée dans le monde. L'Afrique, c'est aussi 25% des pays membres de l'ONU. Et pourtant, seuls 3 sièges lui sont accordés au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces 3 sièges de membres non permanents per des périodes de 2 ans. Occupé pour cette année 2024 par le Mozambique qui arrive en fin de mandat aux côtés de l'Algérie, de la Sierra Leone, dont le mandat prend fin en 2025. L'Afrique, c'est impressionnant en chiffres, en richesse, en histoire et pourtant, cela ne semble pas être pris en compte. Comme vous le savez, les politiques de domination coloniale, néocoloniale et impérialiste sont les fonds baptismaux sur lesquels sont reposées les grandes puissances occidentales pour la création de ce qui est appelé l'ordre mondial et de ces institutions, s'assurant que les pays du tiers-monde engagés dès lors dans le processus de décolonisation reste sous domination. Mais fort heureusement, guidé par un esprit panafricain, l'Afrique refuse cet état de fait et se bat depuis plus de 25 ans pour la réforme du Conseil de sécurité. C'est justement dans le cadre de cette quête de réparation d'une injustice historique qu'Alger a accueilli le 11e réunion ministérielle du C10 sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour revenir sur l'importance de cette réforme, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir d'un habitué de Cap sur l'Afrique que j'ai même eu l'honneur de recevoir sur ce plateau, Gamel Abina, qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Tina, merci pour l'invitation. Et aux côtés de Gamel Abina, j'aurai également le plaisir d'être accompagné de Patient Parfait Ndom qui me rejoint depuis Douala au Cameroun. Bonsoir Monsieur Patient Parfait Ndom, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, grande dame, et une fois de plus, merci pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté surtout. Je serai également rejointe dans un petit moment de Baran Daï, journaliste qui me rejoint depuis le Sénégal, et de Prince Koya, spécialiste des questions africaines, qui me rejoint lui depuis Paris. Gamel Abina, sans transition aucune, je commence directement avec vous. Et comme vous êtes un habitué de Cap sur l'Afrique et comme nos téléspectateurs, vous savez que sur Cap sur l'Afrique, on aime beaucoup les points historiques et surtout revenir au contexte historique des choses puisqu'il est souvent question de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut faire avec vous un récapitulatif de cette histoire de réforme du Conseil de sécurité, surtout du consensus de Lizouilny ou encore de la création du C10 ? Simplement, là, je ne vais pas rentrer dans les détails très, très poussés parce que je n'ai pas l'expertise sur le droit international, mais je peux dire simplement qu'effectivement, ces différentes tentatives de réforme du Conseil de sécurité, qui, il faut le rappeler, ont été initiées d'abord par les États-Unis après la fin de la SDN. Donc, c'était Woodrow Wilson qui voulait une société des nations. La réforme a été conduite après la Seconde Guerre mondiale et l'échec du précédent Conseil de sécurité qui comptait 4 membres, dont le Japon d'ailleurs, il faut le rappeler. Et par la suite, ils ont essayé de reconstituer une sorte de grand forum Conseil international dominé par l'Occident, puisque la plupart des pays du Sud étaient sous contrôle occidental colonisé, afin d'obtenir qu'il n'y ait plus cette immense gabegie, cette immense barbarie de la Seconde Guerre mondiale qui a tué en Europe 60 millions d'individus et qui a tué en Asie 20 millions de personnes. Donc ça a été voulu comme cela, mais ça a été voulu aussi à la lecture d'un Occident dominant qui a accepté évidemment la Chine, qui représentait beaucoup en termes numériques, qui a accepté la Russie, puisque le rapport de force était installé, et évidemment les 3 grandes puissances occidentales, France, Angleterre et États-Unis. Ce sont les membres permanents, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ensuite, il y a les membres non permanents, 10 supplémentaires, qui ont une présence tournante de 2 ans. Ça a été évoqué. Pour l'Afrique, il n'y a que 3 membres sur les 10 membres non permanents. Donc déjà, non permanents signifie qu'ils n'ont pas un rôle qui dure longtemps, puisque ça dure 2 ans, effectivement. Et ils sont en règle générale élus, mais la représentation africaine au Conseil de sécurité est marginale, sachant l'importance numérique et géographique, vous l'avez noté, 20% du territoire mondial émergé de ce continent, l'importance évidemment économique, l'importance politique, le continent le plus jeune de la Terre, mais le continent le plus sous-représenté politiquement. Donc les différentes tentatives de réforme que vous avez évoquées, effectivement, n'ont jamais pu conduire à une réforme réelle et sérieuse, à savoir que le seul continent qui ne soit pas représenté, vous l'avez dit, au Conseil de sécurité, c'est le continent africain. Tous les autres continents ont une représentation, que ce soit la Chine pour l'Asie, l'Europe est représentée 3 fois quand même, l'Europe occidentale par la France et l'Angleterre, l'Europe orientale
par la Russie et puis les États-Unis qui représentent le continent américain. Donc ces questions de réforme ont été longuement débattues, sont amenées sur le théâtre de discussion actuellement par l'Algérie. Il y a plusieurs réformes qui vont être conduites, on pourra en parler, par exemple ce fameux droit de veto qui est un droit littéralement c'est une sorte d'oukase comme ça qui tombe du ciel. C'est un droit qui est antidémocratique, on peut le dire, et qui, même si tout le monde n'est pas d'accord, finit par s'imposer à tous. Eh bien, ces réformes-là ont été discutées longuement. À l'époque de Bandung, on en parlait déjà un peu. Et puis par la suite, avec la chute du mur de Berlin, mais rien n'a jamais abouti. Aujourd'hui, c'est à nouveau à l'ordre du jour, vous l'avez souligné, mais malheureusement, effectivement, il y a fort à parier que les principaux possédants de ce Conseil de sécurité et de cet ordre mondial occidental ne veuillent pas partager ce pouvoir avec l'Afrique, même s'il y a des demandes, comme le Brésil l'a réitéré plusieurs fois, d'une présence enfin africaine sérieuse au Conseil de sécurité. Très bien, Gamel, par contre, je me permets de vous reprendre. Vous avez dit l'Afrique est le plus jeune continent du monde. Je pense que c'est le plus vieux continent du monde. Mais vous parlez des nations, je sais, avant de provoquer l'ire, vous parlez des nations et des indépendances. Par contre, Gamel, vous avez dit qu'aujourd'hui, les États-Unis ont appelé à la réforme, c'est les États-Unis qui sont à l'initiative, mais aujourd'hui on a l'impression que les États-Unis sont réticentes par rapport à la réforme, en particulier vis-à-vis du droit de veto, n'est-ce pas ? Les États-Unis font semblant de proposer d'appeler à des réformes. Ça, c'est juste pour la décoration, parce qu'il y a un marché africain qui est indépendant aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un retrait des forces coloniales ou néocoloniales. Et donc, ils ont besoin de montrer patte blanche, entre guillemets. J'utilise ce mot, c'est intéressant parce qu'en Afrique, patte blanche, ça veut rien dire. Ou ça veut dire des choses qui ont une mauvaise histoire. Mais bon, quoi qu'il en soit, les États-Unis font semblant de proposer pour retirer. En gros, ils vous disent, on vous propose le minimum syndical, une représentation purement symbolique en vérité. Et à côté de ça, on remet pas en question notre surpuissance qui est le droit de veto. Le Conseil de sécurité qui, comme son nom l'indique, était là pour garantir la sécurité des États. C'est ça, la sécurité du Conseil. Le Conseil de sécurité, c'est dire on va tout faire pour empêcher les guerres ou si elles arrivent pour faire en sorte de les réduire. Mais il se trouve que plusieurs représentants de ce Conseil de sécurité ont souvent été en guerre et ont souvent utilisé leur droit de veto pour empêcher que le reste du monde interdise les guerres qu'ils pratiquaient eux-mêmes. Par exemple, les États-Unis sur l'Irak, ils ont effectivement menacé à de nombreuses reprises en s'autorisant une guerre qui était illégale au vu du droit international en 2003. La France, pendant la guerre d'Algérie, a souvent menacé d'utiliser ce droit de veto qu'elle n'a pas utilisé, mais elle menaçait de le faire. Donc, cette espèce de prérogative qui leur donne un sein blanc, qui leur donne un super pouvoir, autorise, comme les Russes l'ont fait d'ailleurs, pas l'oublier, ils ont utilisé souvent le droit de veto par rapport aux différentes guerres qu'ils ont conduit, eh bien, ce Conseil de sécurité ne peut pas être remis en question par les puissants. C'est un rapport de force qui n'est pas encore créé. C'est un rapport de force que les États-Unis font croire qu'ils proposent. Blinken, quand il fait sa tournée africaine, évidemment, il donne le sentiment qu'il est ouvert à la discussion, qu'il faudrait que l'Afrique soit présente. Uniquement, en vérité, il ne faut jamais faire confiance aux Américains là-dessus, pour obtenir une garde baissée, que les gens fassent confiance, pour récupérer des marchés à bon compte que les Français sont en train de perdre, et qui finalement, in fine, n'aboutira jamais à une réforme en profondeur de ce Conseil de sécurité, et encore moins à une réforme de ce droit de veto qui est un droit, encore une fois, totalement antidémocratique. Très bien, je viens vers vous. Bahreïn Ndaye, créé donc en 2005, le C10 est composé de 10 pays africains, à savoir l'Algérie, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Sénégal et la Zambie. Il est donc chargé de renforcer et de soutenir la position africaine unifiée dans les négociations gouvernementales en cours de la carte de l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur son fonctionnement et en quoi consistent ces rencontres? Oui, je crois que c'est dans une logique, disons, de renforcer un tout petit peu la présence de l'Afrique au sein de cet organe international. Je crois que, comme mon prédécesseur l'a souligné tout à l'heure, l'Afrique aujourd'hui est dans une posture de dénonciation de cet ordre qui voudrait que le système international soit structuré de manière à ce qu'il y ait ce qu'on pourrait considérer comme des barons, à savoir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et des sans-culottes qui sont en quelque sorte les membres non permanents. Et dans cette logique, l'Afrique, qui compte plus de 50 États, avec aujourd'hui un avantage certain sur la démographie, sur les ressources naturelles, sur beaucoup d'autres aspects, puisse continuer à véritablement être à la remorque de ces puissances. Je crois que dans cette perspective de donner plus de voix, de rendre la voix africaine plus audible, que les pays s'organisent dans une logique véritablement rééquilibrée. Mais je crois que la question doit être posée aujourd'hui d'une manière à comprendre que déjà en 1945, quand les nations dans une période d'après-guerre, mettait en place cette organisation des Nations Unies,
C'était en quelque sorte pour mieux contribuer véritablement à la préservation de la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, moins d'un siècle après, quel a été le résultat? Aujourd'hui, est-ce que cet organe est à mesure véritablement d'être l'organe par excellence qui travaille à promouvoir la paix et à éviter les risques d'embrasement? Je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il que la situation, elle est là. Tout le monde est d'accord que l'organe doit être profondément réformé, restructuré, de manière à refléter véritablement la nouvelle géopolitique mondiale, mais surtout à prendre en compte la dimension et le contexte qui voudrait que l'Afrique puisse être beaucoup plus mieux représentée, plus audible et joue un rôle véritablement plus considérable dans le concert des nations. Je crois que aujourd'hui, toutes les initiatives qui vont dans ce sens, in fine, visent véritablement au renforcement, à une meilleure prise en charge des préoccupations africaines. D'autant plus que nous ne sommes pas forcément les pays. C'est vrai, en dépit maintenant du contexte difficile, hein, il y a des conflits, il y a des problèmes qui sont enregistrés un peu partout sur le continent, mais il y en a aujourd'hui qui retiennent plus l'attention de la communauté internationale. Le conflit russo-ukrainien, la situation en Libye, le conflit israélo-palestinien, etc., aussi font que, effectivement, il faudrait quand même aller vers une réforme de cet organe pour mieux prendre en charge les préoccupations au niveau des 4 coins du monde. Mais dans sa configuration actuelle, il va de soi que l'organe aujourd'hui est à bout de souffle et mérite véritablement une refonte, faute de quoi sa crédibilité, mais également son efficacité dans la prise en charge de la paix au niveau international vont demeurer quand même encore problématiques. Très bien. Je viens vers vous, Passion Parfendom. Notre ami Ndaye vient de dire quelque chose de très intéressant. Quand on parle de l'Afrique aux Nations Unies, on parle souvent de certains conflits, notamment on parle des guerres, on parle des conflits interethniques, on parle encore des abcès sécuritaires et du terrorisme ou encore du développement ou de la marche à suivre pour le développement. Mais on oublie souvent que ces conflits, ces abcès sécuritaires et tous ces mots dans lesquels on qualifie souvent l'Afrique et dans lesquels on a piégé l'image de l'Afrique ont des velléités impérialistes, ont des velléités, comme l'a dit tout à l'heure Gamel Abina, ont la main blanche mise dessus. Finalement, est-ce que cette réforme ne viserait pas aussi à se réapproprier l'image de l'Afrique dans le monde? Merci. D'abord, je profite pour saluer tous mes copanélistes, dont M. Gamel Abina, que j'ai l'habitude souvent de suivre. Je suis très heureux de partager ce moment avec lui. Ben, écoutez, je pense que l'Afrique fait face à une injustice millénaire. Et justement, en 1945, au moment de la création de cette institution qui est l'ONU, il n'y avait pratiquement que 2 pays africains qui étaient, on peut considérer entre guillemets, indépendants, si on peut parler ainsi. Les autres pays ont adhéré à une institution, à une organisation, autant pour moi, qui était créée au moment où ils n'étaient pas. Et pour la plupart, ils étaient sous domination de certaines puissances coloniales qui, pour la plupart, ont été au centre de la création de cette institution. Je pense précisément, par exemple, à la France et à l'Angleterre. Là, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se sont opérées au niveau du continent africain et sur le plan de la géopolitique mondiale. Si on peut penser qu'au moment de cette création, on pouvait parler de l'Angleterre comme une grande puissance, je pense que cette considération est largement revue aujourd'hui au vu de ce que l'Angleterre représente sur le plan international, sur le plan des échanges, sur le plan militaire, sur le plan de l'influence diplomatique et politique dans le monde. Le cas de la France est encore plus criard, avec ses défaites successives au niveau de ce qui était considéré comme son précaré, je parle du continent africain, mais surtout des déconvenus que cette France-là a aujourd'hui au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Et effectivement, cette France s'arc-boutait sur le fait qu'elle avait une cour arrière, une profondeur stratégique indéniable qui était celui du continent africain
et que justement, au vu de tout ce que vous voulez de relever, c'est-à-dire les problèmes d'ordre ethnique, les problèmes de guerre civile, les problèmes de différenciation, n'est-ce pas, entre les États dont certains étaient évolués et d'autre part, la France se proposait de jouer un peu le rôle de gardien de la stabilité sur le continent africain, et ce qui justifiait, soi-disant, sa présence sur le concert, sur cette instance fêtière, n'est-ce pas, de cette organisation mondiale que représentait l'ONU à travers le Conseil de sécurité. D'autres éléments étaient aussi mis en valeur, par exemple les questions de pouvoir, les questions de pouvoir à un niveau très élevé. Les détenteurs de la bombe atomique, ils sont de plus en plus nombreux. On peut se poser la question pourquoi l'Inde ne fait pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'elle est détentrice d'une bombe atomique. Pourquoi pas le Pakistan? Donc ces éléments sont balayés d'un revers de la main. Sur le plan démographique, un de mes prédécesseurs l'a si bien évoqué. Le continent africain est l'un de rares qui a une superficie de l'ordre de plus de 30 millions de kilomètres carrés et qui tient pratiquement d'un tenant, en dehors de quelques îles que nous connaissons, et qui a une population évaluée aujourd'hui à plus de 1,4 milliard d'habitants. Comment on peut expliquer aujourd'hui au monde entier, à ceux qui regardent ces questions avec beaucoup plus d'attention, qu'une entité comme celle-là, pendant le continent africain, soit absente là où la marche du monde se décide? Cela n'a aucun sens aujourd'hui. Sur le plan économique aussi, on voit qu'il y a des variations, il y a des dynamiques nouvelles qui sont créées et qui déclassent complètement certains membres de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense à la France, je pense à l'Angleterre. La Russie, aujourd'hui, est passée de la 11e position à la 4e position en termes de puissance mondiale économique. Regardons la position de la France, qui dégringole sans cesse, n'est-ce pas, de ce fameux classement des puissances économiques mondiales. Le centre du monde s'est déplacé, il faut le dire avec force, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan de l'innovation technique, technologique et même scientifique. On voit bien que c'est du côté de l'Orient aujourd'hui qu'on produit, n'est-ce pas, ces innovations. Alors, l'Afrique qui est de plus en plus le continent de l'avenir, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Un, de par la démographie, deux, de par l'innovation qui est sans cesse croissante au niveau de ce continent, mais trois aussi au niveau de sa prise de conscience et de la prise de conscience de ses élites et de son leadership. Elle est donc bien censée aujourd'hui de redemander une nouvelle redistribution des cartes au sein de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le leadership de l'Algérie qui a fait de cette question l'une des questions, j'allais dire, majeures de sa présence comme membre non permanent de ce round au sein de ce Conseil de sécurité, tout à son honneur, mais c'est dû aussi au fait que l'Algérie est l'un des pays qui a le plus souffert de cet ostracisme occidental, de cette prétention occidentale de continuer à maintenir l'Afrique dans ce qu'on appelle, ce que le Samir Amin a appelé la périphérie du monde. Donc, ce n'est que justice, mais c'est une très bonne chose que notre pays se joigne à l'Égypte pour mener la réflexion, pour qu'enfin, ce Conseil de sécurité de l'ONU commence à refléter la réalité du monde actuel que nous avons, qui est complètement en déphasage avec le monde de 1945. Ce n'est que justice, ce n'est que accepter enfin de s'accommoder avec cette nouvelle exigence mondiale. Très bien. Donc, à mon sens, les arguties de cette Afrique instable, déchirée par les guerres multiples, abattue par la misère, la pauvreté et la famine, ne peuvent plus aujourd'hui continuer de prospérer comme élément fondant la mise à l'écart de l'Afrique dans cette institution assez importante aujourd'hui.
très bien, Patient Parfait. Donc je viens vers vous, Prince Koya, qui vient de nous rejoindre. Prince Koya, je vais faire un peu un résumé. On est en train de parler aujourd'hui de ces injustices historiques, comme ça a été qualifié lors de la rencontre d'Alger autour de la réforme du Conseil de sécurité. Et finalement, l'Afrique aura, s'il y a réforme, l'Afrique aura sa voix, surtout que nous, notre continent africain est connu pour sa diplomatie, pour son expertise sur bon nombre de questions, notamment la question du terrorisme, la question de la migration, mais surtout notre continent et notre diplomatie est une diplomatie réactive, proactive et une diplomatie de paix. Finalement, cette expertise que nous avons ici au continent africain, et surtout le continent africain, c'est le continent des valeurs qui persistent encore, ne serait-elle pas utile aujourd'hui dans le Conseil de sécurité au sein de l'Organisation des Nations Unies? Bien sûr, la diplomatie africaine a beaucoup à apprendre au monde. Afrique, à un moment antique très ancien, maîtresse de l'humanité, de la civilisation, qui a beaucoup abreuvé par des philosophies politiques comme la MAD, comme Ubuntu, comme le savoir-vivre, la fraternité. Je pense que l'Afrique a, oui, beaucoup à offrir au monde, beaucoup à offrir diplomatiquement. Mais tel que les pièces sont dressées aujourd'hui, depuis 1945, tout a été fait pour que la voix de l'Afrique ne soit pas entendue. Hein, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites là avant moi. L'Afrique peut s'exprimer, hein, peut dire des choses, peut même siéger en tant que membre non permanent, mais cela, vous le savez, n'a aucune valeur. Être membre non permanent ne permet aucunement de peser sur la paix et la sécurité dans le monde. La charte de l'ONU telle qu'elle est actuellement est très claire. Pour des questions de paix, il faut le vote affirmatif de 9 membres, dont les 5 membres permanents. Donc, vous comprendrez que tant que finalement nous ne siégeons pas là où les décisions, là où le droit de veto existe, nous ne pourrons pas vraiment exister dans ce Conseil de la nation. On pourrait appeler cela de nos vœux, mais cela ne se réalisera jamais. Nous serons toujours utilisés, en fait, comme la chair à canon dans les guerres, par exemple. Nous allons soutenir la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine encore ou la Russie comme des accessoires, mais jamais nous ne siégerons finalement aux places de décision. Et puis finalement, la division aussi, les divisions africaines qui, j'espère, disparaîtront, ont toujours miné également cette diplomatie commune que nous devrions avoir. Par exemple, quand il s'est posé la question qui allait hériter, par exemple, des 2 sièges permanents que nous demandions, la guerre avait éclaté entre l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria ou encore l'Algérie. C'est le moment de mettre les guéguerres loin de nous et de s'entendre sur ce que le continent veut et de parler d'une seule voix. Et c'est en cela également que nous saluons l'Algérie, qui fait donc partie du comité des 10 chefs d'État africains qui avait été donc mandaté par la déclaration de Sirte, afin donc de consolider, n'est-ce pas, la position diplomatique africaine commune. Et donc, c'est une très bonne initiative qu'il faut soutenir, qu'il faut appuyer, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que les promesses ont été faites depuis longtemps. Les promesses de pouvoir accorder des sièges à notre continent datent de 20 ans. Malheureusement, cela n'a pas encore eu lieu. Et donc, il faut aller vraiment d'une même voie avec la force économique, politique, démographique que nous sommes aujourd'hui pour parler d'une seule et même voix. Justement, Monsieur Prince Koya, vous avez dressé un constat qui est complètement qui est pessimiste vis-à-vis de l'avenir de l'Union africaine ou bien de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire finalement qu'aujourd'hui l'Afrique ne pourra pas avoir accès à un siège au Conseil de sécurité, aux 2 sièges qu'elle revendique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Je rectifie, je n'ai pas dit que l'Afrique ne pourrait pas avoir. Je dis que tout a été fait pour que l'Afrique soit ostracisée. Souvenez-vous, à la fin de la Deuxième Guerre, il s'agissait de donc récompenser ceux qui ont remporté la guerre. Et on récompense qui? On récompense la Grande-Bretagne et la France. Et souvenez-vous, à l'époque, elles nous ont promis d'être pour nous le parapluie atomique. C'est-à-dire que nous, on se bat avec eux, plus d'1 million de forces arabes et noires,
sont morts dans la guerre. Et quand on récompense, ce sont ce qu'on appelle métropoles qui sont récompensées. Le système a été fait comme tel. Et nous, en réalité, nous n'aurions jamais de siège tant que finalement nous dépendions de ce parapluie atomique. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. J'aurais voulu que l'Afrique ait son siège à partir des années 1960. En 1945, nous étions colonisés. C'est une injustice historique et c'est là que tout a été décidé. Mais en 60, il y a l'indépendance. Je veux bien comprendre qu'ils nous disent que nous étions encore agricoles, non développés, il n'y a pas de souci. Mais nous étions des États en bonne et due forme qui avions adhéré à l'ONU. La réforme devait se faire là. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Personnellement, aujourd'hui, c'est bien ce qu'on fait, mais je ne crois même plus dans l'ONU. Je ne crois plus notamment dans le Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'il n'existe plus, malheureusement, à cette époque. Avec la guerre qui se passe présentement et l'incapacité à sanctionner les grandes puissances depuis 2003 a rendu l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, totalement désuet. J'ai même peur que l'ONU implose dans les temps à venir, parce que l'ONU a été totalement exposée aux yeux du monde. Plus aucune puissance qui a le droit de veto ne respecte la charte. Donc, nous allons y faire quoi finalement? Moi, je suis pour, mais je suis pour que cela ait été fait avant. Parce qu'aujourd'hui, tout a été saccagé, tout a été détruit. Pour moi, l'ONU a perdu son âme. Le Conseil de sécurité a perdu son âme. Rien n'est respecté. Donc, je me demande qu'est-ce que finalement nous allons aller faire dans ce CSNI qui a été détruit. Très bien, merci Prince Koya. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur Al24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique et ce soir, on se penche sur la 11e réunion ministérielle du C10 sur la réforme du Conseil de sécurité. J'ai le plaisir d'être accompagné de Gamal Abina, observateur des questions internationales, de Bara Ndaye, journaliste et président de la Maison de la Presse au Sénégal, de Prince Koya, spécialiste des questions africaines, mais aussi de Passion Parfait, d'homme journaliste qui me rejoint depuis le Cameroun. Dans la première partie, on a expliqué que finalement, c'est les velléités occidentales qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Afrique fasse partie de ces pays ou de ces continents du tiers-monde qui font face à une injustice historique dans la représentativité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'ensemble des institutions de Bretton Woods. Je viens vers vous, Gamal Abina, et à la suite de ce que nous a dit Prince Koya, notamment sur les fausses promesses d'indépendance, et on se rappelle tous des promesses du 8 mai 1945 et des massacres des Algériens par la France coloniale. On se rappelle aussi de 2003, Prince Koya l'a rappelé, de cette fameuse fiole de Colin Powell qui a justifié le massacre de centaines de milliers d'Irakiens suite à l'invasion américaine. Et en ce moment même, le génocide que subit le peuple palestinien en Palestine occupée, à Gaza plus précisément, et l'impuissance du Conseil de sécurité à trouver des solutions et à imposer un cessez-le-feu et à punir l'entité sioniste pour le non-respect du droit humanitaire international. À la suite de tous ces événements qui montrent que finalement aujourd'hui, comme l'a dit Prince Koya, l'ONU et ses institutions ou ses organes arrivent presque au summum de la contradiction, ce qui a été mis en place pour garantir les intérêts des grandes puissances. Est-ce qu'il n'est pas finalement en train de conduire à leur perte et cette réforme intervient à point nommé? J'allais dire simplement que quand on parle du Conseil de sécurité de l'ONU, quand on parle des États du monde entier, on parle du concert des nations. Comme si on était dans un grand opéra dans lequel, effectivement, il y a des moments où il y a des brouilles, il y a des coups de tonnerre, il y a des coups de violence, effectivement, extrêmes. Il y a des négociations dans ce concert et il y a surtout des fausses notes. Alors, les fausses notes, c'est quoi? C'est par exemple les différentes guerres. On va prendre les États-Unis qui passent en train de faire la guerre depuis 1945 et qui perdent à chaque fois leur guerre, pas l'oublier. Hein. Toutes les guerres conduites par les États-Unis ont été des échecs depuis la Seconde Guerre mondiale, que ce soit de 50 à 53, où ils vont envahir effectivement la Corée au motif que le Nord serait un danger parce que communiste, que ce soit après les guerres du Vietnam, il y en a eu deux, il y a celle des Français en Indochine, puis après les Américains, encore une fois deux membres du Conseil de sécurité, que ce soit les guerres d'Afghanistan conduites par les Russes, puis ensuite les guerres d'Afghanistan conduites par évidemment les Anglais avant, mais surtout les Américains à partir de 2001,
la guerre illégale d'Irak, parce qu'illégale, non pas parce qu'elle était légale, celle de 91, mais parce qu'il n'y avait pas eu de vote. Ils sont passés outre en jouant le coup de la fiole d'anthrax, qui était un mensonge dont même Colin Powell, par la suite, reconnaîtra qu'il a menti. Eh bien, tout ça se démontre une chose. Le droit est une chose qui est mignonne. On dit que les Palestiniens, par exemple, ont le droit pour eux. Indiscutablement, mais ils n'ont pas la force pour eux. Et il se trouve que la force fait loi du côté américain comme du côté russe. C'est-à-dire que les grandes puissances militaires, lorsqu'elles n'ont pas l'assentiment du Conseil de sécurité, font soit usage du droit de veto, ou soit, plus encore, vont directement, comme en 2003 à la guerre, en ne tenant pas compte évidemment du droit international. Et les Anglais ont emboîté le pas aux Américains en 2003. N'oublions jamais que 2 nations du Conseil de sécurité se sont autorisées à aller détruire un pays souverain, pour de fausses accusations, uniquement parce qu'ils voulaient en finir avec, effectivement, ce qu'ils appelaient à l'époque l'Axe of Evil, donc l'axe du mal, c'est comme ça qu'ils avaient été désignés. Et dans leur lancée, ils auraient détruit aussi l'Iran, ils auraient détruit tout un tas de pays. Ils se sont arrêtés à la Libye, on le sait maintenant, mais ça a quand même conduit à plusieurs guerres, comme la Somalie, par exemple. Donc à chaque fois, il y a cette espèce de conseil de sécurité qui insécurise les pays les plus faibles et qui garantit, par un vote ou un faux semblant de droit, que la force puisse être exercée sur les pays comme la Libye, par exemple. Donc tout cela, ce sont des méthodes bien connues. Aujourd'hui, c'est la force qui fait loi, malheureusement. Mais par contre, je ne serais pas aussi négatif que Prince Koya par rapport à la réalité du Conseil de sécurité, parce qu'indépendamment du fait que ça reste une arène internationale dans laquelle on peut s'exprimer, qu'Al-Afil avait fait à l'époque en jetant la charte des Nations Unies, ou alors une arène dans laquelle on peut mettre en accusation les barbares, comme ce qui se passe actuellement en Palestine, ça permet de porter une voix. Et moi, je pense que le C10, qui est emmené par le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, tente effectivement de faire pression, mais la pression sera beaucoup plus forte s'il demande 2 choses. La première, c'est imposer une présence en tant que membre permanent, parce que l'Afrique n'existe pas au Conseil de sécurité. Et la deuxième chose, c'est imposer soit une annulation de droit de veto, soit l'obtention d'un droit de veto pour annuler tous les autres droits de veto. Je parle pour l'Afrique. Et donc ces possibilités peuvent se faire sur des rapports de force, parce qu'on parle beaucoup de rapports de force militaires, c'est vrai, il faut effectivement une armée puissante, des rapports de force économiques, il faut une économie qui puisse faire pression sur les économies étrangères. L'Afrique monte en puissance avec une moyenne de 5% de croissance tous les ans depuis 25 ans, mais surtout de dire que si jamais on n'obtient pas gain de cause, et je pense que c'est une piste à suivre, eh bien qu'on dit simplement, eh bien à ce moment-là, on quitte toute l'Afrique, quitte le Conseil de sécurité et quitte l'instance internationale comme une sorte de sanction pour dévaloriser, pour démonétiser cette instance. Bien, je pense que ce sera un moyen peut-être de faire pression. Mais il est certain aujourd'hui que le C10 tente effectivement d'obtenir par des négociations une présence de l'Afrique au sens où ce serait l'Union africaine qui serait représentée. C'est un peu ça l'idée de se dire que, puisque l'Afrique n'est pas représentée, on va prendre l'Union africaine comme entité unitaire. Ça éviterait d'ailleurs qu'il y ait des clivages à l'interne. Mais je ne crois pas vraiment aux paroles des Occidentaux qui toujours, à chaque fois, vous promettent des choses, mais leurs paroles ne vaut pas grand-chose, on le sait déjà, et qui finalement ne tiennent pas leurs paroles données. Donc la seule chose possible, c'est les rapports de force qui doivent être établis avec la possibilité d'apporter des sanctions à ce Conseil de sécurité et cette fameuse instance internationale, l'ONU, dont De Gaulle disait que c'était un machin parce que même lui n'y croyait pas alors qu'il aurait été membre permanent. Très bien. Je viens vers vous, Bara Ndaye, à la lumière de ce que viennent de nous dire nos 2 intervenants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement les pays du C10 sont conscients de ces enjeux et sont surtout conscients du rapport de domination qui oppose l'Occident à l'Afrique, puisque le C10, lors de cette rencontre, ont exprimé leur volonté de rendre le Conseil de sécurité opérationnel? Oui, je crois qu'il faut quand même, c'est une initiative qu'il faut saluer, et saluer surtout le leadership et le courage de l'Algérie qui est toujours, comme on le sait, à l'avant-garde de ces combats. Je crois qu'il faut aller vers ça. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il faut quand même trouver un moyen de pression, de mettre véritablement les uns et les autres devant leurs responsabilités en leur faisant comprendre que non, ça suffit. On ne peut plus avoir une instance internationale qui prétend parler et décider au nom de l'ensemble des peuples du monde, alors qu'en termes de légitimité et en termes de réalité géopolitique actuelle, elle n'est plus légitime pour décider pour qui que ce soit. L'autre aspect, c'est de comprendre que notre survie réside dans notre capacité à transcender les divergences, les clivages qu'il peut y avoir, pour imposer véritablement ce point de vue africain. Et je crois qu'au regard des initiatives qui sont prises ça et là, il est effectivement possible, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, il est possible de mettre quand même quelque chose sur la table de manière à faire comprendre aux gens que soit on nous prend en compte, soit on nous écoute, ou bien on va trouver peut-être un autre moyen de nous faire entendre. Parce que nous ne pouvons pas être aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux, le continent de l'avenir,
sur le plan de la démographie, sur le plan des ressources naturelles, sur le plan de l'innovation et sur le plan aussi de notre capacité de résilience. Nous ne pouvons plus être à la merci de puissances, entre guillemets, qui ne sont puissantes que quand il s'agit véritablement d'imposer et disons, d'éparpiller les injustices. On l'a vu, quand il s'agit de prendre des décisions fortes, de protéger les peuples, c'est une géométrie variable. Qu'est-ce que ce Conseil de sécurité a fait aujourd'hui pour faire cesser le massacre des Palestiniens? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Conseil de sécurité a fait à l'époque pour permettre empêcher aux États-Unis de ne pas, en violation totale du droit international, de s'attaquer et de détruire un pays comme l'Irak? Qu'est-ce que les gens ont fait pour ne pas permettre à la France, à Sarkozy et à Bernard-Henri Lévy, disons, de saccager et de réduire aujourd'hui en une poudrière la Libye? Je crois que c'est des questions comme ça, et c'est en comprenant que nous devons unis, que nous sommes capables d'imposer notre point de vue, que nous sommes capables véritablement de compter dans ce concept des nations, et que les gens se parlent en faisant abstraction d'un certain nombre de considérations. Je crois que nous avons assez souffert, nous avons assez vécu de situations qui devraient nous rappeler que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble, de parler d'une seule et unique voix, faute de quoi nous allons disparaître. Je crois que aujourd'hui, que ce soit l'Afrique du Sud, le Sénégal, mon pays, l'Algérie qui a connu la colonisation et toutes les autres formes d'atrocité des Occidentaux, je crois que c'est dans notre intérêt véritablement de nous mettre ensemble. Et je crois que des initiatives comme ça sont à saluer et sont également à pérenniser. Mais comme on le dit, disons, l'ONU, la communauté internationale, c'était un rapport de force. Le rapport de force militaire, le rapport de force économique. Aujourd'hui, bon, on a beau, disons, mettre en garde, prendre un certain nombre de dispositions pour préserver davantage la paix, encore une fois, dans certaines parties du monde. Mais aujourd'hui, par sa puissance, la Corée du Nord se fait entendre. La Turquie aussi compte aujourd'hui dans la géopolitique mondiale. D'autres pays comptent. Et je crois que l'Afrique, avec son potentiel, son poids démographique, disons, l'ampleur et le poids de ses richesses, mais également l'avantage comparatif que nous avons par rapport à beaucoup de questions, font que nous sommes en mesure véritablement de dire basta. Mais encore faudrait-il que nous mettions de côté tous les préjugés, les clivages, les problèmes d'ego, pour comprendre que l'avenir du continent se joue. Parce que quand un conflit se déclenche entre la Russie et l'Ukraine, nous en payons les pots cassés, alors que nous sommes un peu loin de ce conflit. Quand aujourd'hui, c'est une pandémie qui ne prend pas sa source en Afrique, mais que nous subissons de plein fouet et nous en payons malheureusement le prix fort. Je crois que pour des raisons comme ça, nous devons, et nous avons même l'obligation de nous entendre et de parler d'une seule et unique voix. Donc, il n'y a pas de secret. La solution réside dans notre capacité à nous mettre ensemble, en transcendant toutes les considérations et à ne parler que dans l'intérêt du monde, mais surtout du continent africain. Parce qu'il me semble qu'il est extrêmement important de travailler à dépasser ce statu quo. La situation actuelle, on a l'impression qu'elle profite à un certain nombre de pays, naturellement, ceux qui aujourd'hui, pour une raison d'intérêt, pour des questions d'ego, aujourd'hui sont en mesure de se dresser contre une résolution du Conseil de sécurité au nom du droit de veto qu'ils ont. Je crois que c'est un dérèglement du système international et une injustice qui n'a plus véritablement une justification et une raison. Très bien. Je viens vers vous, Passion Parfait Ndom, à la lumière de ce que vient de nous dire nos invités. Et surtout, maintenant, on va regarder vers l'avenir avec vous, Monsieur Passion Parfait Ndom. Aujourd'hui, on l'a compris, il y a des injustices historiques qui sont avant 1945, la colonisation, mais surtout tout ce qui a suivi après l'Afrique, les coups d'État orchestrés depuis des laboratoires à l'étranger, les problèmes de conflits ethniques et tout ce que le continent a connu. Mais quand on parle aujourd'hui de renverser
le rapport de force en faveur de l'Afrique. Quel pourrait être le rôle de pays, à l'instar de l'Algérie, qui dispose d'une armée puissante, ou encore de l'Afrique du Sud, qui dispose également d'une armée puissante et d'une industrie militaire, de l'Égypte ou encore du Niger, du Niger aussi, des pays du Sahel qui sont en alliance aujourd'hui. Comment on peut fédérer toutes ces capacités maintenant qu'on s'est déjà fédéré au sein de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique? Il faut commencer à utiliser une arme que nous avons et qu'on n'avait pas en 1945. Ce sont nos médias, ce sont nos capacités à travers satellites, certains satellites, soit je peux prendre le cas de Rascom, mais d'autres satellites africains dans le cadre de la communication qui sont de plus en plus efficaces du point de vue de la diffusion de la vérité historique sur ce qui nous est arrivé. C'est encore très récemment que, par exemple, dans un pays comme le mien, le Cameroun, que les gens se sont rendus compte à travers nos différents débats dans les médias que la France libre a été proclamée à Douala au Cameroun, c'était le 27 août 1940, et que c'est ici où le général de Gaulle, après avoir été chassé pratiquement le long de la côte occidentale africaine, a pu mettre pied et constituer cette armée-là qui ira jusqu'à libérer Paris avec les célèbres batailles de Koufra et de Birakem, où cette armée valereuse des jeunes Africains ont eu à affronter les troupes allemandes de certains de célèbres généraux romains, qu'on appelait le renard du désert. Donc cette information, l'information est capitale aujourd'hui. Quand on parle de l'histoire, par exemple, de l'Algérie, et de rôle clé que l'Algérie a eu à jouer dans la libération, n'est-ce pas, de beaucoup de pays africains à travers les mouvements de libération. Si on disait en Amérique latine, il faut aller à Cuba, au niveau de l'Afrique, il fallait aller à Alger. Il faut donc renouer ces liens aujourd'hui. Il faut densifier l'information et la communication pour que les jeunes générations soient conscientes du rôle important que le continent a joué dans l'avènement justement de cette ONU. N'oublions pas que nous avons payé de notre sang pour que cette ONU soit ce qu'elle est aujourd'hui. En réalité, l'Afrique fait partie aujourd'hui aussi, quand on parle de cette ONU, du camp des vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale. Or, on en parle très peu. Le sacrifice des Algériens, des Marocains, n'est-ce pas, des pays de l'Afrique de l'Est, je pense aux Kenyans, l'African Ruffle, comme on les appelait, parce que le terme tirailleur sénégalais est un terme qui est ancien, mais qui ne prend pas, quand on l'exprime comme ça, la dimension du sacrifice énorme. Je rappelle que le premier regroupement à partir de Douala qui va se faire au niveau de Fort-Lamy, qui est l'actuel N'Djamena, était de 17 000 hommes. Avant que les troupes venues de l'Afrique de l'Ouest se rejoignent aussi à ces premières troupes-là, pour continuer, qui était d'ailleurs dirigé par le célèbre général maréchal Leclerc plus tard, parce qu'il est venu à Douala tout simplement avec le grade de lieutenant. Donc, les jeunes Africains ont conscience de cette affaire-là. Les diplomates africains sont bien conscients du fait aujourd'hui que l'Afrique de demain sera aussi ce que la communication nouvelle, et là je suis heureux que Alger 24 prenne à bras le corps cette question-là, seront capables de diffuser comme information, comme avec beaucoup de pédagogie d'ailleurs, comme culture à cette jeune génération pour qu'elle se rende compte qu'elle ne fait pas partie de ce qu'on peut appeler les rebuts de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, il faudra densifier des rencontres comme celle d'Alger, cette rencontre de travail. Il faudra que des lobbying encore plus puissants puissent naître au niveau de l'Union africaine pour que l'Afrique parle en haute intelligible voix et en réclamant sa place dans ce Conseil des Nations. Et on voit bien que c'est une question de rapport de force. C'est pour cela que moi j'ai l'habitude d'appeler à l'unité politique de notre continent. On peut commencer par des unités sous-régionales, mais nous ne pourrons pas faire l'économie de cette unité politique pour que nous puissions agréger, n'est-ce pas, l'ensemble de nos voix autour des idéaux communs, surtout des idéaux de souveraineté et de la réappropriation de notre souveraineté sur le plan international. Sinon, effectivement, on pourra continuer à faire perdurer indéfiniment les résolutions aussi importantes comme celle de l'exigence de l'Afrique au niveau de ces fameux conseils de sécurité. Mais moi, je suis confiant et je suis optimiste, d'autant plus que les différents pays qui étaient les tenants majeurs et qui orientaient la marche du monde avec ce monde unipolaire sont
avec les divisions qu'il y a déjà au niveau de la classe politique américaine, mais aussi au niveau de l'opinion américaine sur la voie à suivre, sur la suite de la marche des États-Unis comme l'hyperpuissance mondiale. On voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Prenez le cas de l'Angleterre, où il y a même des remises en cause déjà. Très bien, patient parfait. Ndiom, on arrive presque à la fin du temps qui nous est imparti. Je vous poserai deux dernières questions. Une dernière question pour Prince Koya. Prince Koya, est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que cette réforme du Conseil de sécurité n'est pas que la réforme du Conseil de sécurité, mais la réforme de l'ensemble des relations internationales? Brièvement, s'il vous plaît. Exactement. Il faut reformer le système international. Un concert, c'est une harmonie de musique où tout le monde est égal, où tout le monde a sa partition à jouer. Ce à quoi on assiste depuis 1945, c'est une cacophonie où les plus forts imposent leurs lois. Ça, on le sait depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qui est important, les postes, oui, mais surtout le fond de l'organisation, la nouvelle organisation mondiale. C'est-à-dire que s'il faut y aller pour avoir des droits qui bloquent des processus, ce n'est pas la peine. Il faut y aller et refonder totalement la charte de l'ONU. Rappelez-vous que Boutros Ghali, en 1992, avait proposé un agenda pour la paix. Les États-Unis ont menacé de quitter l'ONU avec leurs 20% qu'ils contribuent de manière financière. Ils ont fait un chantage et ils vont même demander à ce qu'ils partent. Vous voyez que si le système reste tel qu'il est, dépendant de 2-3 puissances qui le financent, qui ont le droit de veto, une seule place au Conseil ne suffirait pas. Et ça, pour moi, ça ne servirait à rien. Mais si jamais nous obtenons les sièges sur la base d'une révision profonde des fondements de cette organisation, oui, l'Afrique a sa place dans la diplomatie mondiale à venir. Très bien, merci Prince Koya. Je viens vers vous, Gamel Abina, et vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Et vous connaissez la tradition, il faut que ce mot soit positif. Simplement, c'est que les rapports de force ont changé, qu'on a un retour d'une guerre froide qui ne dit pas son nom, qu'on a des rapports de force économiques qui basculent en faveur de l'Afrique, puisque c'est le continent le plus riche potentiellement, et surtout qu'on a le choix de nos partenaires aujourd'hui, ce qui fait que créer un rapport de force, c'est aussi jouer le rapport de force internationaux en notre faveur. Donc je pense que l'Afrique a une carte à jouer, que l'Algérie sort du bois, effectivement, elle a toujours été très proactive en matière de diplomatie, et que si elle continue à faire entendre sa voix, il va être très difficile à ces fameux membres permanents du Conseil de sécurité de dire non, l'Afrique ne va pas représenter quelque chose, alors que la France, par exemple, ne représente plus rien, elle n'a plus d'empire colonial, que l'Angleterre, à part le Commonwealth, ne pèse pas grand-chose, que les États-Unis sont en perte de vitesse, et effectivement que d'autres pays ont émergé de façon très puissante, les BRICS étant effectivement une illustration parfaite. Donc je pense qu'il faut continuer à creuser dans cette direction, raffermir la position des Africains, et finalement, l'UNIon africaine finira par siéger, je pense, au Conseil de sécurité. C'est ce qu'on espère aussi, Gamel Abina. Merci de m'avoir accompagné. Je viens vers vous, Barandaï, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Oui, je m'inscris dans la logique de celui qui m'a précédé. Je crois qu'il est extrêmement important de saluer les initiatives comme celle du CEDIS. Je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut saluer quand même l'initiative et le leadership de l'Algérie, qui, même sur le plan aujourd'hui de la prise en charge de la dimension médiatique des questions internationales, est un tout petit peu en avance sur les autres, avec ce que vous êtes en train de faire. Mais de l'autre côté aussi, Radio Algérie, à travers Africa, est en train de faire du très bon travail. Je crois que c'est de cette façon que nous allons rééquilibrer un peu le rapport de force. Mais il n'y a pas de secret. Il faut qu'on tienne compte, qu'on soit conscient de notre force, de notre potentiel, de nos richesses, de notre démographie, mais également de ce que notre unité pourrait effectivement nous permettre de décrocher au niveau de toutes ces instances internationales. Il n'y a pas de secret, le rapport de force est irréversible. On va vers véritablement un monde qui va davantage prendre en compte les préoccupations du continent africain. Je crois que c'est extrêmement important et il faudrait qu'on aille vers ça. Très bien, merci Bara Ndiaye. Je viens vers vous, patient parfait, et vous avez également la même injonction. Vous devez être absolument positif pour finir cette émission avec moi. Non, mais très court, moi je pense qu'il y a deux axes majeurs sur lesquels nous devons jouer. Premièrement, à travers les médias comme les vôtres, il faut qu'on travaille pour la réappropriation de notre
réalité historique. Il faut que les jeunes générations se réapproprient de cette réalité historique et deuxièmement créer des dynamiques puissantes pour créer une masse critique capable justement d'inverser le rapport de force qui est largement en notre défaveur aujourd'hui. Ça va être les deux piliers qui vont nous permettre d'avoir une voix forte qui va peser au cadre de la restructuration de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU. Merci. Très bien, merci Patient Parfait Ndom. Je rappelle que vous êtes journaliste également, que vous m'avez rejoint depuis le Cameroun. Je viens vers vous, Prince Koya, et vous n'allez pas échapper, même si ce soir vous êtes un peu pessimiste, vous n'allez pas échapper à la positivité qu'on partage ce soir sur ce plateau. Tout à fait. Alors, il faut que les médias se rassemblent, un peu comme Al 24 le fait. Il faut que les jeunes Africains, population africaine se rassemblent. Il faut que les décideurs africains se rassemblent, jouent des alliances, se serrent les coudes dans l'unité, dans Ubuntu. Et je pense que oui, en ce moment-là, nous pourrions faire basculer les choses. Une injustice qui a duré depuis longtemps. Ce n'est qu'à ce prix finalement de cette unité que nous réussirons finalement à peser dans cette enceinte multilatérale. Très bien, merci Prince Koya. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur RAL 24 News et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.